Je sais très bien que vous avez cliqué pour qu'on parle du 11e round. Mais avant de parler du 11e round, je pense qu'il faut qu'on réponde à la question et qu'on se penche sur la question que vous vous posez beaucoup ces derniers temps. Est-ce que Valkyrie Apocalypse, c'est finito pipo? Oui, cette vidéo va spoil sévère, et ce, même si je donne pas les résultats du round. On va commencer par mon avis honnête avant de nuancer un petit peu. Oui, le manga a perdu en qualité. Clairement, la deuxième partie que je considère être après le 7ème round est moins bonne que la première, et je vais vous donner les raisons qui poussent à ce ressenti et cette conclusion. Je pense que la majeure partie du problème, ce n'est pas un hasard, elle survient dès la fin du 7ème round. À la fin du 7ème round, si vous vous souvenez, il y a la révélation de l'existence de Siegfried. Et donc, c'est le début de l'intrigue de ce qui se passe entre chaque combat. Faut être honnête, quand les auteurs nous révèlent l'existence de Siegfried, quand ils nous révèlent son design, le design des dieux restants, la machination d'Odin, sa discussion avec Bouddha et la révélation des dieux primordiaux, honnêtement, peu importe ce qui se passe dans le tournoi après coup, nous on veut en savoir plus sur cette intrigue-là. Ce qui donne un effet assez vicieux et un truc qui est peut-être pas la meilleure chose possible pour un manga qui se centre essentiellement sur le tournoi, c'est qu'on veut plus voir ce qui se passe entre les combats du tournoi en lui-même que les combats. Ce qui fait donc que ça relègue au deuxième plan les combats. On rappelle qu'on est dans un manga de tournoi où les combats c'est le truc le plus important. Ce qui veut dire que plus de la moitié des chapitres intéressent moins les gens. Et même si on fait le calcul, c'est comme si l'histoire avançait seulement tous les 7 ou 8 chapitres. Je vais être honnête avec vous, la seule chose que ça fait au final, c'est que nous on va attendre ce qui nous paraît être un truc bien trop long pour espérer que l'histoire avance un petit peu. Le deuxième point qui fait que le manga a un petit peu perdu aussi en qualité à mes yeux, outre la gestion narrative citée un petit peu plus haut, c'est que les combats et leur issue, avec le temps, on finit par s'y attendre. Quand je parle d'issue, je ne parle pas spécialement de la fin des combats, des résultats, des victoires. Ça, le manga arrive encore un petit peu à nous étonner là-dessus. Le plus gros problème, il est plus concret que ça. C'est simplement que les gens ont une sensation de redite. C'est un destin cruellement évident pour le manga, on a déjà fini le 11e tour. Ça fait 11 fois qu'on voit un combat en 1 contre 1. Quand en plus on donne goût à une histoire entre chaque combat, eh ben ça nous intéresse moins au combat. On sait forcément ce qu'il va y avoir. Combat 1 contre 1, flashback, défaite et victoire. Ouf, la magie s'est envolée. Je me doute qu'on ait encore beaucoup à avoir hâte pour Rasputin, en tout cas moi j'ai hâte, mais sincèrement là se taper le 11e round avec les révélations qu'on a eues juste avant. Siegfried qui nous fait un flashback pour Odin, la révélation des primordiaux avec leur silhouette et presque complètement leur design, en fait on les a juste vus mais en ombre, mais on sait à peu près à quoi ils ressemblent. Le fond de l'histoire sous forme de guerre, de légende avec des tableaux dignes de la Renaissance. Ça fait que moi, le 11e round, je m'en fous un peu, hein. Ce qui, encore une fois, est normal quand on sert 11 fois d'affilée le sempiternel 1 contre 1. Dès qu'on nous fait goûter à autre chose, on veut naturellement en voir plus de ce truc-là. Et le choix des auteurs à nous proposer des combats en 1 contre 1 avec une structure et un schéma qui se répètent, ça lasse encore plus. Parce que vous le vouliez ou non, les combats se ressemblent beaucoup quand même. Mais ça, c'est si on se concentre surtout sur l'aspect négatif. Il y a un aspect qui est très positif, c'est que tout le monde veut en savoir plus sur les primordiaux. C'est-à-dire que les auteurs, ils ont réussi leur pari. Les gens s'intéressent à ce qui se passe à côté du tournoi. Les entre-chapitres, ils ont éclipsé le tournoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'on a des combats un petit peu plus courts ces derniers temps. Les auteurs ont compris qu'il fallait passer à la vitesse supérieure, que les gens attendaient d'histoire. Le gros souci, c'est que bon, quand ils font ça alors que t'attends un personnage depuis le début du manga, donc 2018, bon, ça fout un peu la haine, quoi. Les combats, on met le 11e de côté, on va en parler un petit peu d'ailleurs. Le 8e round, même si j'ai beaucoup craché dessus parce que Tesla a un panel émotionnel aussi varié que les arguments d'un lecteur d'extrême droite, ça reste un bon combat. Et ça, c'est un des points, je démordrai pas dessus. Les combats, quand on les lit d'un trait, ils sont bons. Le 8e était sympa, le 9e reste trop court mais excellent. On était d'ailleurs beaucoup à se dire que si le combat faisait un chapitre ou deux de plus, ça aurait été le meilleur combat du manga. Et le 10e, c'est l'exemple parfait de cette analyse. Le 10e round, pour rappel, c'est presque 1 an de parution. C'est 1 an de combat. Vous imaginez à quel point c'est dur de garder le lecteur en haleine pendant 1 an non-stop. Donc fatalement, beaucoup de gens ont décroché. Beaucoup de gens ont perdu de l'intérêt, mais je vous promets que si vous relisez tout d'un trait maintenant, moi j'ai du mal à dire que c'est autre chose qu'un des meilleurs combats du manga au final. Le gros souci, ça reste que j'aime pas Okita. Ta Valkyrie, bon merci d'avoir signalé ta présence, on doutait de ton existence à certains moments. Mais mon propos reste le même. Elle disait les combats d'un trait ou en manga, je vous jure que ça change tout. Parce que ce qu'on lit, la plupart du temps, ça reste des chapitres de pré-publication. Et ça, c'est un truc qui est très important que la communauté manga doit comprendre,
c'est pas le produit final. C'est pas un produit fini. Un chapitre de prépublication, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une prépublication. Ce n'est pas ce qu'on est censé avoir entre les mains. Il y a des corrections entre les tomes et les prépublications, et surtout, il y a la gestion narrative que l'auteur voulait montrer. Et Valkyrie Apocalypse, c'est un exemple parfait là-dessus, parce que la prépublication, des fois vous avez des chapitres de 20 pages, et des fois vous avez des chapitres de plus de 60 pages. Ce qui change beaucoup les choses quand même. Maintenant que la vidéo s'est à moitié écoulée, on va enfin pouvoir faire l'autopsie de ce qui est à l'unanimité considéré comme le pire combat du manga. Quand je dis unanime, c'est unanime. Il y a eu des combats avec des avis mitigés, genre le 8ème. Nous par exemple en France on l'a pas spécialement trop aimé, je sais que la communauté hispanique c'est leur préféré. Le 11ème round a réussi à unifier tous les peuples. C'est magnifique, il n'y a plus de racisme depuis que le 11ème round existe parce que tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'était nul. Mais la question elle demeure, où est-ce que ça a foiré ? Si on fait le compte, le combat est dans la moyenne base du manga niveau durée. Si on fait la moyenne de nombre de chapitres par combat, en partant du démarrage par Imdal et en terminant par le petit bandeau de fin de combat, ça nous donne une moyenne de 7,5 chapitres par combat environ. Le 11ème round fait 7 chapitres de combat tout pile. C'est à peine en dessous de la moyenne, mais de toute façon, vu la nature du combat, ça aurait été difficile de faire plus. De toute manière, ce n'est clairement pas la durée des combats qui fait leur qualité, l'adage plus c'est long, plus c'est bon, il est entièrement faux. Des soucis sur ce combat, il y en a beaucoup. Commençons par le chiffre 6. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous ? C'est le nombre de phrases prononcées par Simo Aya durant le combat si on retire les techniques et les chiffres qu'il prononce. Donc je parle vraiment de phrases. Chiffre qui pourrait descendre en réalité 4 parce qu'une des phrases est divisée en 3 bulles. Et sur toutes ces phrases, il en dit 2 à son chien. Donc il a parlé une seule fois à Loki. Enfin 2 à peu près. Je sais pas si vous réalisez à quel point sur un manga qui vous fait un combat de plus d'une centaine de pages, c'est dérisoire comme chiffre. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, je vous pose une question. C'est quoi la plus grande qualité de Valkyrie Apocalypse ? Les interactions, les débats, les dialogues entre personnages. C'est quoi les interactions que tu fais avec un personnage qui, sur 7 chapitres entiers, parle 4 fois, dont une seule directement à son ennemi ? Il y en a pas. Et ça paraît juste bête comme défaut, mais sur un manga de tournoi, où chaque combattant, le truc qui intéresse le plus, c'est son dialogue, son débat interne, comment il discute avec les autres, vous avez juste enlevé ça. Il n'y a plus de cœur à cœur avec l'ennemi parce que on lui parle juste pas. Évidemment que dans ce genre de manga, un personnage quasi muet, ça peut pas marcher. Et ça marche d'autant moins parce que, à mon avis, les auteurs n'auraient jamais dû faire figurer Simo Aya dans la liste des combattants. Je m'explique, encore une fois, le manga met en scène des combats avec comme objectif de développer les personnages via des échanges. Simo Aya est un sniper. Qu'est-ce que ça fait un sniper ? C'est discret, ça parle pas, ça se met le plus loin possible du champ de bataille pour avoir une position stratégique et faire en sorte que l'affrontement se termine en un seul tir. Réfléchissez 5 secondes, c'est l'opposé de ce que fait le manga. Et je suis même étonné qu'on s'était pas douté plus tôt que ça n'allait pas marcher. Et pourtant, les auteurs ils l'ont fait, et en effet, ça n'a pas marché. Je pense que les auteurs ont voulu faire un défi et surtout tenter un truc sur lequel c'était trop compliqué pour eux. Tout le thème de cet affrontement, c'était la rédemption. Et sur un sujet aussi lourd, même si le combat était pas palpitant, moi j'attendais la plus grande qualité de Valkyrie Apocalypse, les flashbacks. J'attendais de savoir ce que les personnages allaient nous raconter. Et le flashback de Simo était acceptable. Peut-être un des moins marquants du manga. Peut-être un de ceux qui m'a le moins intéressé. Et attendez, là. La page 2 du chapitre 102 et la page 7. C'est les mêmes, là, non ? Y a pas de blague. Les auteurs ont copié-collé ces 2 cases. À littéralement 5 pages d'intervalle. Reprendre des designs, reprendre des cases, faire des collages, y a pas de problème, c'est un truc qui se fait. Mais reprendre une moitié de page pour la coller 5 pages après, j'ai jamais vu ça. Et ça me fait mettre le doigt sur un truc dont on n'a pas encore parlé vis-à-vis du combat. Artistiquement parlant, il était en dessous du reste. À part le plan de la forêt, il n'y en avait aucun pour moi qui était transcendant. C'était même brouillon. Pareil, les Valkyries qui ont toute la même robe, pour moi, c'est juste une flemme de Kara Design. Et vous savez quoi ça coïncide ? Le combat commence pile quand la nouvelle série de Akasaka commence. La série qui s'appelle Marchand Crown, qui est dessinée par Adi Ishikawa, le collectif qui fait Valkyrie Apocalypse. Et je pense sincèrement que le fait qu'on n'ait pas ressenti le sel habituel dans les expressions, dans les traits, c'est lié à ça.
Et franchement, ça me blase un peu. Le travail du collectif sur Marchand Crown, il est pas fou. Plein d'utilisation d'assets de Clip Studio Paint pour gagner du temps. Tu sens que ça les botte pas tant que ça, et que c'est l'hebdomadaire, et qu'ils peuvent pas bosser aussi bien qu'ils le voudraient sur de l'hebdomadaire. Et même s'ils nous ont dit l'inverse, même s'ils nous ont promis l'inverse, on est devant le fait accompli. Oui, ça a fait baisser la qualité de Valkyrie Apocalypse sur le dessin. Je vous fais un comparatif d'une planche du round 10 et d'une planche du round 11. Même si on reconnaît le style du collectif, c'est moins bon. À tel point que c'est le premier combat du manga sans aucune planche marquante, sans aucun découpage fulgurant ou particulier, alors qu'il en aurait eu besoin. C'était le combat qu'on avait le plus besoin. Même en termes de mise en scène, les premiers combats, même s'ils étaient un petit peu moins bons graphiquement parlant, ils étaient bien meilleurs. Ou en tout cas, plus inspirés. Et on arrive au dernier point. Le mutisme de Simo, ça amène à une grosse fatalité, à une obligation même. Loki doit porter l'entièreté du round à lui seul. Flashback qui donne une réponse à beaucoup de questions vis-à-vis du manga en général et vis-à-vis du Ragnarok. Flashback qui plus est, et je trouve assez bon et très raccord avec le personnage. Loki fait toute la discussion et vous vous doutez du problème. On se retrouve avec un combat qui est 80% Loki, 20% Simo. Je sais que parfois on se plaint de l'inégalité entre combattants, mais là ça saute tellement aux yeux que ça en devient vraiment gênant pour la lecture, tellement tu vois que ça. J'avais l'impression que Loki faisait juste un monologue, en fait, il se battait pas. Donc un mauvais point sur un mauvais point sur un mauvais point, ça foire tout. Le combat, c'est la résultante de plein de petites erreurs, de plein de petits problèmes qui font qu'on arrive à un désastre final. C'est d'autant plus déprimant et blasant quand on a les thématiques qu'on avait sur ce combat, parce que c'était inratable. L'opposition entre les deux personnages, dans la thématique, elle était tellement bonne que vraiment je pensais pas que c'était possible de rater ça. Et pourtant, le thème c'était la rédemption, l'opposition c'était l'amour et la mort. Tu ne peux pas rater ça. Et pourtant, ils l'ont fait. Ce round était un flop. On n'a plus qu'à espérer que Rasputin relève la donne, même si on se doute tous de son sort. On rappelle que l'humanité est à 6-5 maintenant. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.